Merci d'être avec nous pour suivre cette édition sur la télévision Labari, mais d'abord les titres. Forum international francophone jeunesse emploi vert, le Premier ministre Brigitte Raffini a lancé officiellement ce matin des activités de la foire emploi vert au palais du 29 juillet. Assemblée générale ce matin des médecins spécialistes, objectif expliquer à la base les raisons du blocage des négociations avec le ministère de la Santé. Les médecins spécialistes observent une grève de 10 jours à compter de ce jour. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être sur la télévision Labari. Le président du comité exécutif national du PENDES, Taraya, également ministre des Affaires étrangères, Mohamed Bazoum était l'invité Afrique sur RFI de ce mercredi. L'entretien a porté sur la situation politique au Niger. Mohamed Bazoum a d'abord commencé avec le cas des 6 militants du parti Lumana, actuellement en prison, parmi lesquels Soumana Sanda et Oumar Moumouni Dogari, tous du bureau politique national de ce parti. Mohamed Bazoum, président du PENDES Taraya sur RFI. Ces personnes, les deux en particulier, sont soupçonnées sur la base de preuves d'un certain nombre de choses graves et le dossier est entre les mains d'un juge. Alors, ces 6 inculpés sont tous proches du numéro 1 de l'opposition, Hama Amadou, et celui-ci affirme que les 2 attentats pour lesquels ils sont inculpés sont des simulacres dans le but de le criminaliser, lui, Hama, et de le faire arrêter. Le simulacre, c'était plutôt ce que lui, il avait fait à son domicile lorsque il avait prétendu qu'on voulait le tuer, alors que tout le monde savait que ce soir-là, il était à Téhéran. Nous n'avons pas besoin de criminaliser M. Hama Amadou, même si nous savons qu'il a tenté de porter atteinte à la sûreté de l'État. Son entreprise a échoué. À partir du moment où nous considérons qu'il a échoué, cette situation est désormais derrière nous. Et quand vous dites qu'Hama Amadou a essayé de porter atteinte à la sûreté de l'État, que voulez-vous dire? Je veux dire créer les conditions d'une subversion à même d'accréditer l'idée que le régime est instable, que le pays prend feu et donc quelqu'un ailleurs tirerait les conséquences. Les militaires. J'imagine bien dans son esprit. Vous dites que vous ne faites donc que défendre la loi, mais même un opposant modéré comme le très discret Séni Oumarou, l'homme qui a mis Mahamadou Issoufou en ballottage, dénonce la paranoïa du pouvoir. Monsieur Séni Oumarou est un instrument de monsieur Hama Amadou. L'opposant Hama Amadou affirme que des gens qui se disent policiers ont approché son personnel de maison pour essayer de l'empoisonner. Que pensez-vous de ces accusations? Une information judiciaire est ouverte et M. Hama Amadou va encore se faire passer pour une victime. M. Hama Amadou s'est toujours fait passer pour quelqu'un que ses adversaires veulent tuer. Je n'ai jamais entendu un seul autre opposant au Niger sur les longues 20 années de notre existence d'État démocratique porter des accusations comme le fait M. Hama Amadou. Il est coutumier de ce genre d'accusations. Ces arguments-là indiquent tout simplement que M. Hama Amadou n'est pas un homme courageux, c'est un homme paranoïaque et qui est incapable d'assumer la position de quelqu'un qui aspire à exercer le pouvoir. Donc la paranoïa n'est pas de votre côté, comme le dit Séni Oumarou, elle serait du côté de Hama Amadou? Hama Amadou tout seul, parce que Mahamadou Issoufou a été opposant pendant au moins 15 années de sa carrière politique et jamais, malgré la force de l'adversité, on l'a entendu proférer de telles accusations contre ses adversaires. Le mois dernier, la garde rapprochée de Hama Amadou a été changée sur ordre du gouvernement et sans le consentement de l'intéressé. Est-ce que cela ne peut pas être considéré comme une mesure vexatoire? Non, Hama Amadou a simulé un attentat contre son domicile. Toute sa garde était présente ce jour-là. Ils ont tous témoigné, sauf 2 qui n'ont jamais rien entendu. Et pourtant, si l'événement avait eu lieu, ils auraient pu procéder à l'arrestation des auteurs des tirs en question. Et si c'est du faux, comme nous le pensons, et comme cela a été accrédité par les investigations qui ont été faites, ils auraient pu tous à l'unisson dire que c'est faux. Depuis son passage à l'opposition, votre ancien allié politique, Hama Amadou, refuse de quitter la présidence de l'Assemblée. Est-ce que ce n'est pas l'une des raisons de la très forte crispation de ces dernières semaines entre vous et lui? Il se peut que ce soit le cas, mais ce n'est pas important de toute façon dans la mesure où notre Constitution prévoit qu'il nous faut forcément disposer des 2/3 des membres de l'Assemblée nationale pour procéder à un vote de motion de défiance. Si nous avons les 2/3, nous posons
procéderions au vote. Si nous ne l'avons pas, nous y renoncerons. C'est-à-dire que vous êtes prêt à vous accommoder d'un Hama Amadou qui resterait au perchoir jusqu'en 2016? Bien sûr que si nous n'avons pas les 2 tiers, nous sommes obligés de nous accommoder. Mais en même temps, il va lui falloir lui aussi accepter d'être président d'une institution et cesser d'utiliser ce poste à des fins qui n'ont rien à voir avec ce qui devait en être la vocation. Que répondez-vous à ceux qui disent que vous voulez empêcher Hama Amadou de se présenter contre le président sortant à la présidentielle de 2016? Pourquoi nous le ferions? Est-ce que parce que nous l'aurions empêché, nous serions garantis que nous passerions à la prochaine élection? Je pense que ça, ce sont des questions qui ne nous intéressent pas. Nous sommes totalement concentrés et le président de la République au premier chef a réalisé les objectifs du programme, ce qui est la condition que nous puissions prétendre au suffrage des Nigériens, à même de nous permettre de revenir au pouvoir. Quoi qu'il arrive en 2016, vous êtes sûr de gagner? Ah non, nous ne sommes pas du tout sûrs de gagner. Ce sera des élections ouvertes parce que nous sommes un pays démocratique et pour le moment, les jeux ne sont pas totalement faits. Est-ce qu'en poursuivant les proches d'Hama Amadou, vous n'êtes pas en train d'en faire un martyr et peut-être de l'aider dans sa future campagne de 2016? Ce n'est pas avec plaisir que nous sommes en train de procéder à la poursuite de ces quelques personnes qui restent encore à prison. Et mon vœu à moi personnel le plus cher, et j'imagine que c'est le vœu du président de la République, c'est que la justice découvre qu'il n'y a pas assez de preuves pour les maintenir en prison. Mais si jamais il devait être évident qu'ils portent les responsabilités dont ils sont accusés, que nous le voulions ou pas, ils resteront en prison. Deuxième édition du Forum international francophone jeunesse et emploi vert Niamey 2014. Le Premier ministre Brigitte Raffini a procédé ce matin à l'ouverture officielle de la foire emploi vert. C'était au palais du 29 juillet de Niamey en présence de nos reporters Michel Dedi et Halidou Bourema. Après la coupure du ruban inaugural de cette foire, ce fut une occasion pour le Premier ministre Brigitte Raffini de visiter les stands et d'échanger avec les jeunes porteurs de projets innovants en quête de financement venus de 35 pays de l'espace francophone. Une visite qui lui a permis de découvrir les potentialités des participants à ce forum. Je suis très satisfait. Les projets sont nombreux et variés. Ils sont tous intéressants. J'ai vu que de plus en plus on est en train de s'orienter vers les TIC, les TIC. Et je constate que là on rentre dans une dynamique nouvelle. Et c'est l'avenir. Ça nous permet vraiment d'espérer, de voir notre jeunesse effectivement en phase avec les transformations et l'évolution du monde. Un véritable motif de satisfaction pour les organisateurs et les participants à ce forum. La présence du Premier ministre témoigne de l'engagement ferme des autorités de la 7e République d'accompagner la jeunesse dans leurs initiatives, notamment sur les emplois verts et l'économie verte. Cela va permettre au Premier ministre de comprendre que les jeunes ont de la créativité, mais qu'ils n'ont besoin que de peu de soutien. Et je pense que ce peu de soutien, on l'aura à travers l'appui du gouvernement, à travers l'appui de l'OIF, mais surtout de l'ensemble des partenaires au développement. J'ai vu tout à l'heure, lorsque le Premier ministre était au stand d'un jeune centrafricain, il lui disait sans la paix, est-ce que tu pourras réaliser ton projet? Point d'interrogation. Cela veut dire que la jeunesse, en retour, doit contribuer à stabiliser, en tout cas à assurer la quiétude sociale de notre cher pays, mais au-delà de l'espace francophone, pour que ces projets verts puissent vraiment se concrétiser. Ça permettra effectivement de pouvoir aller vers de nouveaux modèles de développement économique qui prennent appui sur nos ressources naturelles et sur les hommes bien évidemment, de pouvoir créer des richesses locales, développer de l'emploi, mais à condition qu'effectivement que les politiques économiques, les politiques en matière de protection de l'environnement dans nos pays soient véritablement cohérents avec les enjeux de ce nouveau mode de développement économique. Mes attentes sont d'abord de présenter mon projet aux autres. Peut-être que ça peut inspirer les autres, vu que au Burundi ça marche bien en tout cas à l'état actuel. Et puis aussi m'inspirer des autres. Et en plus, s'il y a des financements, c'est bon. Mais sinon, si on n'a pas, l'important c'est l'expérience qu'on gagne, parler avec d'autres jeunes, voir ce qu'ils ont comme projet aussi. C'est toujours intéressant en tout cas. L'organisation de la 10e édition de FIGEV, c'est quand même une bonne opportunité pour
la jeunesse francophone dans sa globalité, parce que ça crée en fait de créer une sorte de mutualisation, n'est-ce pas, de consultation entre les jeunes, d'une part, et d'autre part, à ce que les jeunes puissent exposer leurs idées en termes de projets. Notons que cette deuxième édition du Forum international Jeunesse et Emploi Vert, qui prendra fin le vendredi 13 juin prochain, sera sanctionnée par une déclaration des jeunes porteurs de projets d'avenir dans le domaine de l'économie numérique. Les médecins spécialistes sont en grève de 10 jours depuis ce mercredi après l'échec des négociations avec le ministère de la Santé publique. Les syndicats de médecins spécialistes étaient en assemblée générale ce matin à la maison des jeunes à Diado Sekou, une AG pour expliquer à la base les raisons du blocage des négociations entre le SMES et le ministère de la Santé, nous rapporte Arieta Salah et Ibrahim Abdou. Cette assemblée générale du syndicat national des médecins spécialistes vise à faire un compte rendu des négociations entre le dit syndicat et le comité interministériel chargé de mener les négociations. Le SMES, qui indexe le ministère de la Santé publique, a dû bloquer ces négociations. Quand on était dans les négociations, vous le savez très bien, à un certain moment, il y avait même des projets de décret qui ont été initiés. À notre grande surprise, il y a un syndicat qui vient dire que bon, il défend les mêmes choses, il fallait harmoniser, etc., etc. On pensait toujours à la bonne foi, mais en cours de route, qu'est-ce que nous avons remarqué? Et que cette bonne foi n'est que de façade. Ce que la réalité est tout autre, on ne veut pas avancer avec nous. On revient sur le terme de spécialiste parce que l'autre syndicat dit qu'il n'est pas d'accord avec la définition du terme spécialiste qu'on utilise, alors que cette définition, c'est là la définition universelle. Pour que tu sois spécialiste, il faut que tu aies le CES ou le 2S. Et ça s'obtient après 4 à 5 années d'études après le doctorat. Et ils entendent que même les gens qui ont fait 9 mois de formation après le doctorat, ils sont spécialistes, on doit être dans le même bateau. On a dit non, ça ne va pas. Et ça a commencé le tiraillement. Comme ces gens-là qui ont fait les 9 mois de formation, ce sont eux qui sont au ministère, ils sont à côté, ils sont comme on le dit dans la cour du roi, ce sont eux qui contribuent à la prise de décision. Ils ont décidé à ce que notre question soit bloquée. Tant que eux, ils ne bénéficient pas question que nous on avance. Les médecins spécialistes ont répondu massivement à cette assemblée générale, ce qui démontre leur détermination à mener la lutte jusqu'à satisfaction de leurs revendications. On est allé en négociation, on s'est même entendu, on a dit bon écoutez, comme la définition des spécialistes pose problème, il faut que le ministère s'engage à définir clairement, en se référant au texte, aux normes internationales, qui est spécialiste, qui ne l'est pas. Et nous, on allait ce soir un peu à la grève, en attendant que cela soit clair. Un. Et deuxièmement, les échelons de bonification qui sont des avantages qui étaient octroyés. Comme nous, les spécialistes, on n'arrive pas à en bonifier, on a demandé que les dispositions soient prises pour qu'à la prochaine session de l'Assemblée, le statut général de la fonction publique soit révisé pour que, dès que tu reviens de la spécialisation, tu puisses accéder à ces avantages. Et on était d'accord sur ces 2 points à lever le mot d'ordre des grèves. Et à notre grande surprise, on agit sur nous, on vient dire non, écoutez, tout ce que vous demandez, c'est contre la loi, on ne peut pas le faire, on ne veut pas le faire, on ne va pas le faire. Et mieux avec des menaces à peine voilées. On a compris que les gens ne veulent pas nous reconnaître dans notre vraie valeur. Eh bien, on a engagé la lutte jusqu'à ce que le médecin spécialiste nigérien soit reconnu dans ses vraies valeurs, soit mis dans ses droits à l'instar de toute la sous-région. Et tant que cela n'y est pas, on définira des mécanismes de lutte que nous offre l'état de droit, la Constitution, pour faire aboutir cette revendication qui est juste et légitime. Après le compte rendu du bureau, les militants du SMES ont tour à tour pris la parole pour exprimer leur sentiment d'indignation vis-à-vis de l'attitude de leur ministère de tutelle et demander une radicalisation de la lutte pour contraindre le gouvernement à prendre en compte la prime de spécialisation qui constitue le nœud du problème. Près de 3 semaines après leur arrestation, tous les 60 étudiants ont été libérés à la grande satisfaction du mouvement scolaire nigérien. Il faut préciser que ces étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey ont été arrêtés le 20 mai dernier lors d'une violente manifestation de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey pour exiger le paiement de l'aide sociale. Reportage Assoumana China et Sadoumi. C'est une bonne nouvelle pour l'Union des scolaires nigériens. Tous les scolaires détenus dans les différentes prisons suite aux récentes violentes manifestations sont désormais libres à partir de ce mardi 10 juin.
une situation qui permettra de stabiliser les activités académiques. Nos militants détenus dans les différentes prisons, notamment Colossa et Walam, sont enfin tous libérés sans exception. La libération, elle est intervenue depuis c'est par vague, elle a commencé. La première vague a été libérée le jeudi. La deuxième, c'était le vendredi. La troisième vague, comme la procédure judiciaire l'oblige, ça a coïncidé avec le week-end, on était obligé d'attendre le début de cette semaine. Et hier, mardi, dans les environs de 22h30, nos militants ont quitté la prison civile de Niamey. Et ils sont libres enfin. Ce qui aboutit à cette libération, c'est effectivement d'abord de dire que la justice, elle a fait son travail comme il est faut. De l'autre côté, depuis que la crise elle a commencé, nous avons lancé un appel à toutes les bonnes volontés, à toutes les autorités, à toutes les personnes qui doivent intervenir afin que non seulement il y ait la stabilité dans ce pays, afin que l'année académique soit stabilisée et qu'elle puisse suivre son cours normal et arriver à terme. Ce qui fait qu'au-delà de la lettre ouverte que nous avons adressée au président de la République pour demander son implication personnelle afin de gigler cette crise, nous avons entrepris des démarches tendant à aller vers les chefs religieux, aller vers la Commission nationale des droits de l'homme, des droits humains et des libertés fondamentales et beaucoup d'autres institutions afin qu'elles puissent apporter leur concours dans le cadre du règlement de cette situation. L'Union des scolaires nigériens souhaite que la question de l'aide sociale à cause de ces manifestations soit réglée dans le meilleur délai. Désormais, il faut s'y atteler à ce qu'on commence à payer davantage cette aide sociale, à ce que les noms qui sont omis puissent être réinsérés définitivement, des erreurs commises puissent être corrigées et que le laxisme en réalité qui a caractérisé le comportement de toute l'agence de façon générale et de son directeur qui nous a conduit à cette situation puisse être corrigé afin que désormais nous ne puissions plus connaître de difficultés de la sorte parce qu'en réalité cette situation de la NAB aurait pu peut-être ne pas nous impressionner s'il n'y avait pas la disponibilité financière. Mais là où le bas blesse, il y avait la disponibilité financière au niveau de la NAB. Il a suffi juste que la NAB s'y attelle à travailler nuit et jour pour que des omissions qui ont été faites ne puissent pas se produire, pour qu'effectivement, dans le cadre du paiement aussi, il n'y ait pas de lanterne, pour qu'au finish, les étudiants qui partent 200, 300, 400, 500 au niveau de la perception puissent être désintéressés dans le délai voulu. Le comité directeur de l'USN appelle les autorités à créer des conditions permettant aux scolaires de rentrer à chaque fois de leurs droits afin d'éviter de regrettables manifestations. Restons dans ce domaine. L'année scolaire 2013-2014 est à sa fin. Les examens de fin d'année, c'est pour bientôt. Les candidats aux différents examens se préparent activement pour affronter les épreuves. En plus des groupes d'exercice, certains enseignants s'organisent pour dispenser le cours dit de soutien aux candidats. Une façon de les soutenir donc davantage. Reportage Michel Djedji et Aboubakar Soleil. La deuxième question, les jeunes sont-ils indépendants ou liés? Initiés dans certaines écoles, notamment publiques, par des groupes d'enseignants, les cours privés constituent un recours pour bon nombre d'élèves dans le processus d'assimilation des leçons qui leur sont dispensées pendant les heures de classe. Avant de commencer donc le cours, on fait un résumé. On essaie donc d'expliquer d'abord le chapitre aux élèves. On essaie de faire un petit résumé. Et maintenant, on appuie ce résumé à travers donc par des exercices. Il y a des choses que les élèves n'ont pas vues peut-être en classe avec le professeur. Avec ces cours de soutien-là, ils peuvent les voir. Parce que nous, ici, ce qui nous intéresse, c'est de traiter les différents exercices. Alors qu'en classe, on fait le cours théorique. Mais ici, c'est la pratique.
Les élèves de leur côté s'intéressent à ces cours de soutien des enseignants pour plusieurs raisons. Comme je parle de prof de maison et ici, ils font les cours et c'est pas encore cher. C'est un cours d'appui pour les grèves qu'on faisait là. Les grèves, donc, c'est un rattrapage pour nous. Ça nous aide à mieux nous former avant le jour J de l'examen. Ici, en corrigeant quelques sujets, ça comble notre défense. Ainsi, ces cours de soutien et de préparation semblent être un moyen supplémentaire de formation efficace pour les élèves qui désirent officiellement passer les sessions d'examen de fin d'année et même pour les candidats libres. Des cours privés particuliers qui créent cependant un principe d'inégalité de chance aux élèves qui n'ont pas les moyens financiers leur permettant de s'y inscrire. Un méga concert à Ashes to Machines aura lieu le samedi 14 juin 2014 à Niamey. Les artistes nigériens et français invités à ce concert ont animé ce matin une conférence de presse au Centre culturel franco-nigérien, donc CCFN Jean Roucha de Niamey. Objectif expliquer au public l'importance de ce concert Ashes to Machines. Reportage à Nafisa Zakou et Chabigiso. Initiée en 2006, Ashes to Machines est une rencontre entre les sonorités du pays visité et les musiques électroniques. Ce concert de rencontre entre les musiciens a été soutenu au Niger par la téléphonie mobile Orange Niger. Chez Orange Niger, nous avons jugé opportun de soutenir Ashes to Machines, qui vient à la rencontre de certains de nos artistes musicaux. Et tout cela pourquoi? Parce que Ashes to Machines s'intéresse à la culture musicale des pays. Et vous n'êtes pas sans savoir que Orange Niger se veut être proche des Nigériens, donc proche de la culture nigérienne. Et à travers Ashes to Machines, nos artistes ont l'opportunité d'être connus partout dans le monde à travers les œuvres musicales qu'ils auront à composer et donc à diffuser partout dans le monde. Le producteur de Ashes to Machines explique l'importance de cette initiative. Alors, la rencontre se fait de manière à chaque fois très différente, puisque chaque pays qui nous accueille, évidemment, n'a pas les mêmes cultures, n'a pas les mêmes musiques, enfin, tout un tas de choses changent. Donc c'est évidemment l'intérêt. Le répertoire des morceaux d'Ashes to Machines depuis 2006 s'est étoffé aussi de tout un tas d'enregistrements d'artistes, de samples, comme on dit, ou de phrases qu'on a pu enregistrer au fur et à mesure des résidences, ou aussi de CD qu'on nous donnait pour écouter. Ce qui veut dire qu'en fait le répertoire d'Ashes to Machines peut contenir aussi bien des sons qu'on avait enregistrés sur l'île Maurice, que des choses qui viennent de Namibie, que des choses qui viennent d'Amérique centrale, qui viennent d'Équateur ou de d'autres endroits, et du coup ça permet aux musiciens que l'on rencontre aussi à chaque fois de s'exprimer sur des rythmiques et des sons qui sont des fois très très éloignés de leur culture, mais qui ont un point commun, c'est qu'ils sont tous issus pour la plupart du même continent. Donc ça crée une transversalité comme ça qui est plutôt intéressante à chaque fois. Au cours de cette conférence de presse, les artistes n'ont pas manqué d'inviter le public à prendre part à ce concert, une façon de les soutenir. C'est inédit, c'est une première fois. La musique électronique, d'abord beaucoup ne savent pas exactement, peut-être avec beaucoup plus de précision ce que c'est. Nous avons eu la chance de découvrir cette musique électronique. Alors la fusion de cette musique électronique avec nos instruments de musique traditionnelle, j'appelle vraiment nos compatriotes nigériens à venir découvrir en grand nombre. Il ne faut pas vous faire raconter cette soirée du samedi. C'est une très grande soirée qui, à mon avis, vraiment mérite d'être vue. La conférence de presse a pris fin avec cette mise en scène pour déjà annoncer les couleurs du spectacle. L'événement mondial qui s'annonce, c'est bien sûr la Coupe du Monde, dont le coup d'envoi sera donné demain,
jeudi 12 juin 2014 à Sao Paulo au Brésil. À quelques heures de ce rendez-vous sportif mondial, la présidente du Brésil rassure les invités. Toutes les dispositions sont prises pour la réussite des compétitions. Je suis certaine que les personnes qui seront reçues dans les 12 villes accueillant la Coupe du Monde rencontreront des gens généreux et hospitaliers et seront impressionnés par ce pays rempli de merveilles de la nature. Un pays qui s'efforce, jour après jour, de réduire ses inégalités. À tous nos amis à travers le monde, je déclare, venez en paix. Le Brésil, tout comme le Christ Rédempteur, vous accueille tous à bras ouverts. Des supporters brésiliens à la limite de l'hystérie. Des enfants qui hurlent leur admiration. Les Bleus ont fait chavirer les cœurs hier soir à la sortie de leur premier entraînement. Un peu plus tôt, 10 000 spectateurs avaient pris place dans le stade de Ribeirão Preto. Parmi eux, quelques étudiantes françaises qui tentent de se frayer un chemin jusqu'à leurs idoles. On peut que profiter du moment et les encourager et on espérera les voir d'encore plus près pour des autographes et des photos. On a un mois pour essayer de les approcher, donc on va faire notre possible. Depuis qu'ils sont arrivés au Brésil, les Bleus suscitent un immense engouement. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont très bien accueillis et ça fait chaud au cœur forcément. J'espère qu'il ne se passera rien durant la semaine, mais oui, je sais comment on va jouer. Ouais. Les sondages le prouvent, il y a un enthousiasme croissant autour de cette équipe de France. Les Bleus ont pu mesurer leur popularité lors de ce premier entraînement ici au Brésil. 40 000 supporters français sont attendus tout au long de cette Coupe du Monde. Et retenez qu'en match de levée de rideau, déjà le pays organisateur, le Brésil, fera face à la Croatie demain. L'Afrique est représentée à ce rendez-vous par 5 pays: Algérie, Côte d'Ivoire, Ghana, Cameroun et Nigeria. Bonne chance donc à nos représentants. Point final de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir et bonne nuit à toutes et à tous.